aux confins de la Chine et de la Russie, un pays 3 fois plus grand que la France s'étire sur plus d'1,5 million de kilomètres carrés. La Mongolie. Connue pour ses étendues sauvages d'une rare beauté et son mode de vie ancestral. De nos jours, la Mongolie compte 3 millions d'habitants, dont 30% sont toujours nomades ou semi-nomades. C'est la plus faible densité de population au monde. En comparaison, nous, en France, on a 68 millions d'habitants. Dans ces décors souvent inhospitaliers, battus par les vents, les steppes infinies de la région d'Oulan-Bator côtoient les dunes chantantes du désert de Gobi, le grand lac blanc des monts Kanghaï ou encore les cairns chamaniques de la vallée de l'Orkhon. Ce royaume de l'immensité est l'œuvre du personnage le plus fascinant et controversé que la Terre ait jamais porté, Gengis Khan. À l'époque médiévale, le père de la nation mongole va y bâtir le plus grand empire continu de l'histoire, plus vaste que l'Empire romain ou les conquêtes d'Alexandre le Grand. Ce redoutable guerrier a changé à jamais le cours de l'histoire. Pourtant, aucune image contemporaine ne lui a survécu. Pas de peinture, de gravure ou de statue, ni même de sépulture connue. Les rares représentations que nous connaissons ont été réalisées plusieurs siècles après sa disparition et sont toutes le fruit de l'imagination de leurs auteurs. Seul un ouvrage, publié au XIIIe siècle, sert aujourd'hui de référence aux historiens pour reconstituer les bribes de son histoire. Ce livre intitulé « Histoire secrète des Mongols » est considéré comme la première œuvre littéraire de la culture mongole. Il a été écrit pour la famille de Gengis Khan, peu de temps après sa mort, par un auteur anonyme qui pourrait s'appeler Siki Uduku, mais on n'en est pas sûr. À l'origine, le récit a été publié en alphabet ouïghour, la plus ancienne des écritures mongoles connues. Ces chroniques décrivent l'enfance et les conquêtes de Gengis Khan en adoptant le point de vue des Mongols. Mais comme beaucoup de textes de l'époque, il faut le prendre avec des pincettes parce qu'il y a un mélange entre le mythe et la réalité. Au-delà de ses exploits, la rareté des sources littéraires a sans nul doute contribué à forger la légende de l'empereur mongol. Mais alors, qui était vraiment le grand Gengis Khan? Et comment son histoire a-t-elle pris racine? L'homme que nous connaissons tous sous le nom de Gengis Khan est né en 1162 sous le nom de Temujin. On raconte que bébé, il avait un caillot de sang noirci au creux de son poing. Et cela a été vu par son peuple comme le présage d'un grand destin. Gengis Khan naît dans une tribu mongole nomade à proximité du mont Burkhan Khaldun, non loin de l'actuelle capitale de la Mongolie, Oulan-Bator. Issu d'une famille noble, il est le fils aîné de Yezugay, chef des Kiyats, un clan appartenant à la tribu turco-mongole des Borjigin. À cette époque, cette tribu d'Asie centrale est divisée en 40 clans ennemis. Ils sont englués dans des guerres intestines, ils se disputent le partage d'un vaste territoire sauvage situé près de la Sibérie. Mais ces clans mongols sont aussi en guerre avec leurs voisins, d'autres tribus rivales qui vivent dans les steppes d'Asie centrale. Il y a les Merkites, les Tatars, les Maïmanes et les Keraïtes. La steppe eurasienne s'étend du bassin hongrois jusqu'à la côte pacifique de la Chine. Et ce n'est pas une savane, ni une prairie, ni un désert. C'est une sorte de combinaison des trois. C'est un paysage inhospitalier qui forge véritablement l'identité de ceux qui y vivent. Et les Mongols savaient que pour survivre, ils devaient avoir confiance les uns dans les autres, compter sur la loyauté de chacun. Un climat de tension quotidienne et de brutalité qui s'étend à l'époque bien au-delà des steppes d'Asie. Le monde dans lequel Gengis Khan est né est d'une extrême violence. L'Europe est ravagée par les guerres et les conflits. Et au Moyen-Orient, le temps est aux croisades, opposant les croisés aux Sarrasins. Alors qu'il n'a que 9 ans,
cette dure réalité frappe le jeune Temujin de plein fouet. Le jeune Temujin est emmené par son père Yesuge, qui est le chef de la tribu, pour rencontrer sa future épouse. Il s'agit d'un mariage arrangé. Sur le chemin du retour, son père est empoisonné par les Tatars dans une sorte de conflit tribal. En apprenant la nouvelle, Temujin rentre chez lui. Il est déterminé à revendiquer son droit de naissance pour devenir le chef de son peuple. Mais il est trop jeune pour obtenir la soumission de son clan. C'est donc le clan des Taijiout qui s'empare du pouvoir. Le futur Gengis Khan, sa mère et ses 3 frères et sœurs sont exclus sur le champ et envoyés en exil dans la montagne de Burkan Khaldoun, un environnement rocailleux et inhospitalier. Ils sont jetés dans la pauvreté la plus totale. Ils sont forcés de se nourrir de rats pour survivre. Rien ne pouvait être plus sombre pour le jeune Temujin. Chaque jour est une lutte pour survivre. Malgré ces années de misère, l'enfant ne tarde pas à voir dans la montagne qu'il abrite, sa famille et lui, un lieu hautement sacré où il vient se recueillir pour trouver la force d'avancer. Le Burkan Khaldoun forge le caractère de guerrier du jeune Gengis Khan et aura un profond impact sur sa destinée et celle d'une grande partie de l'Asie. Temujin est lié par la loi de son peuple. Il adhère à leur code d'honneur. Et quand il découvre que son demi-frère cache de la nourriture à lui et à sa famille, il n'hésite pas à le tuer. Et après avoir commis cet acte, il promet à sa mère « Nous reviendrons réclamer ce qui nous revient de droit ».